bienvenue dans un nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage. Ce podcast, tout comme le voyage, se vit en mouvement. Un épisode, un lieu, un invité. Je suis Pierre Donnel, chef concierge d'un grand hôtel à Paris et depuis plus de 20 ans, j'ai la chance de rencontrer des personnalités qui m'inspirent et que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre d'une chef à part qui a souhaité, à travers son mode de vie vegan, vous transmettre le goût du beau, mais surtout le goût du bon, ou comment ses influences et ses origines inspirent sa cuisine au quotidien. Bonjour Alice. Bonjour Pierre. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout votre parcours jusqu'à aujourd'hui tend vers le beau ? Je m'y emploie en tout cas à mettre de la beauté dans la vie, dans la mienne, dans celle des gens. Je suis extrêmement sensible à l'esthétique, que ce soit dans mes assiettes, dans les lieux que je crée et dans le sens que j'y mets, parce que je pense que profondément, la beauté n'est vraiment belle que quand elle est bonté. Et donc toute ma mission de vie autour de la cause animale et environnementale y est liée. C'est joli ça, c'est très beau. Merci. J'aimerais bien commencer cet entretien par un retour sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu qui vous êtes ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Alice Thuillier est à cette place précise sur la planète ? Ici, dans cette cuisine. Je suis née il y a 34 ans à Paris, issue d'une famille moitié immigrée, moitié française, donc immigrée du Vietnam. Mon père aimait souvent à dire, on n'est pas des nouveaux riches, mais on est des anciens pauvres. Et il y avait vraiment quelque chose de ça dans ce côté. On va profiter quand même de la vie et on travaille à fond. Beaucoup, la valeur travail, la valeur courage a été extrêmement présente dans ma jeunesse. J'ai fait un tas de choses différentes parce qu'en tant que jeune fille bien élevée, j'ai fait de la classe prépa, je suis allée à HEC, j'étais à l'Opéra de Paris, tout un tas de choses. Pour revenir finalement à un métier manuel qui était celui de ma grand-mère, qui était vietnamienne, qui avait ouvert un restaurant à Garches de spécialité asiatique, ce genre de restaurant avec 40 pages au menu de spécialité. Avec toutes les photos, etc. Exactement, et aussi laotienne que thaïlandaise, que vietnamienne, que chinoise. Restaurant dans lequel j'ai énormément grandi et j'adorais ça. Et j'y suis retournée, voilà, j'ai assumé mon désir il y a 6-7 ans. En me disant c'est vraiment ce que je veux faire après avoir bossé dans des choses très différentes pour autant avant. Et avec cette mission sur les animaux dont je parlais, parce que moi je suis devenue végane il y a 9-10 ans, et je trouvais ça tellement triste qu'on ne puisse pas bien manger et en même temps respecter quelques engagements, ou tant, parce que je ne suis pas du tout dans une mission d'ayatollah ou d'aller convertir les gens au véganisme, à se dire comment est-ce qu'on mange un peu plus de légumes aujourd'hui, parce que ça a du sens d'un point de vue écologique et éthique. Très bien. Je voudrais revenir sur vos origines et surtout sur le parcours donc d'une petite fille modèle classique avec des études qui finalement revient à cette origine et tout ce que vous avez pu connaître avec votre grand-mère. Qu'est-ce qui a été le déclic à cette époque-là pour justement franchir ce cap? Parce que 6-7 ans, c'était juste avant le Covid, quoi. C'est ça. J'avais choisi très très bien mon moment pour aller rentrer à Paris, ouvrir des restaurants. Parce qu'à l'époque, j'étais expat, j'habitais en Suisse. D'accord. Et je suis rentrée à Paris pour ouvrir des restaurants avec le flair légendaire de l'ouvrir un an avant le Covid, ce qui nous a mis quand même évidemment des bâtons dans les roues. Et je ne vais pas vous en parler dans l'hospitalité, parce que ça a été le Covid. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Le déclic, ça a été mon père en fait est tombé malade et j'habitais en Suisse. Je suis rentrée à Paris, j'ai quitté mon job du jour au lendemain, un job très corporate, pour aller m'occuper de lui. On a un côté très clanique, presque animal aussi, même dans les rapports familiaux qu'on a. Et puis quand on est sorti de cette période difficile là, où j'ai été en fait une aidante, une aide-soignante, enfin tout ce qu'on veut pendant 6 mois, 1 an, il s'est agi de se demander ce que j'allais faire de ma vie. J'avais pris un tout autre regard sur ce qui comptait aussi, voilà, la famille, la santé, la mort, la vie, l'amour, enfin ces questions fondamentales qui ont trait à l'existence. Je me suis dit, je vais aller faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et là, j'ai mis les mains à la pâte dans le cambouis, je suis passée en brigade, j'ai fait tous les postes et j'ai cherché en même temps des fonds de commerce pour ouvrir mes restaurants. Et tout en faisant aussi de la recherche et le développement sur cette cuisine si particulière, puisque 100% végétale qu'on propose. Est-ce que ça a été une volonté dès le départ, si vous ouvrez un endroit à vous, c'est de proposer ça Exactement, la proposition était très claire. Comment est-ce qu'on fait quelque chose de beau, on y revient, de bon, de très sensoriel, vraiment dans la diversité d'une expérience très riche,
sur le 100% végétal pour pouvoir en quelque sorte céder à la tentation sans renoncer à ses convictions. Et pas uniquement pour les véganes. Et pas uniquement pour les véganes, surtout pas. Bon, déjà, j'aurais pas de marché si je m'adressais qu'aux véganes. Et surtout, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on puisse inspirer les gens et ne pas créer des barrières, mais au contraire des ponts. Et ça a été toute l'histoire de ma vie, des histoires de réconciliation, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient aussi là du point de vue des engagements, à se dire comment est-ce qu'au lieu d'ériger les gens les uns contre les autres, les pros, les antis, ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, les engagés, les pas engagés, mais se parler en fait les uns les autres. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on fait des adresses qui sont ouvertes à tous. Et le point de ralliement, ça va être la beauté, ça va être la qualité de l'expérience avant même les engagements. Et après, nous, ça, on s'en occupe, mais que les gens viennent, l'esprit tranquille, de savoir qu'ils font quelque chose de bien, mais sans avoir le pendant qui serait un discours extrêmement moralisateur derrière. Bien sûr. Et comment vous avez réussi à créer ça? Parce que c'est une vraie réussite. Aujourd'hui, vous avez ouvert votre premier restaurant il y a quelques temps, mais vous venez d'ouvrir le deuxième, même s'il y a eu des sandwichs avant. C'est ça, exactement. Là, on a 3,5, 4. Là, on a ouvert le dernier place du marché Saint-Honoré, Dément Saint-Honoré, il y a quelques semaines. Dans les endroits chics. Dans les quartiers chics. On se rapproche de vous, Pierre. On essaye, petit à petit. On va envahir l'ouest parisien. Comment ça s'est passé? Beaucoup de volonté, énormément de travail. Je vous parlais de ça comme valeur cardinale avec laquelle j'ai été élevée. On le sait, et vous le savez aussi mieux que personne. Si on veut réussir à faire quelque chose de bien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis embarquer les gens, parce qu'on est dans des métiers d'humains. Humains, évidemment, par rapport à la notion de service et aux clients qu'on sert, mais avant tout déjà dans les équipes. Et le reste suit, le produit suit, la qualité auprès du client aussi suit quand les équipes vont bien. Donc notre rôle, c'est quand même d'être assez chef d'orchestre pour embarquer les gens sur ce qui n'était déjà au départ qu'une promesse et quelques mots en disant on va faire quelque chose de super bon sur du vegan, autant dire que bon, c'était pas gagné. Et voilà, les embarquer petit à petit. Aujourd'hui, on est une petite soixantaine et c'est ça aussi la vraie mission au quotidien, c'est de faire un voyage. Oui, c'est ensemble. Ça, c'est effectivement amener tout le monde dans un voyage à la découverte d'un type de cuisine qui n'est pas forcément et qui peut parfois même rebuter certains, parce que la mode du vegan et du végétarisme, je parle d'une mode, mais finalement ça commence sérieusement à s'ancrer. Moi, quand j'ai commencé à travailler à Paris il y a plus de 20 ans, les Américains qui venaient à Paris nous demandaient déjà les restaurants véganes et des restaurants végétariens. Il n'y avait aucune proposition, même pas inintéressante. Il y avait zéro proposition. Vous mangerez des frites avec de la salade. C'était exactement ça. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est au-delà de ça. Il y a des restaurants comme le vôtre, mais il y en a aussi toute une sélection à Paris. C'est un petit peu plus difficile parfois en dehors de Paris, mais ça commence véritablement à être intéressant. Mais justement, ce qui est marquant, c'est que ça concerne tout le monde. Et ces restaurants ont imaginé, comme les vôtres, que on va faire voyager dans un type de cuisine pour arrêter de mettre des barrières entre les gens et leur dire que finalement, même le véganisme, c'est bon. C'est ça. Moi, je suis partie très fort avec l'idée, les gens vont se dire, si c'est vegan, c'est pas pour moi. Comment est-ce que je fais sauter ce verrou-là? Comment ça va être pour moi? C'est par la qualité de l'accueil, c'est parce que le lieu va être beau, c'est parce qu'on en parle dans la communication, c'est parce qu'on est reconnu dans les guides et qu'on va être autant dans le Michelin que dans le fooding, etc. Tout ce qui, en fait, peut retirer cette crainte de « ce n'est pas pour moi », c'est là où ça joue pour moi, pour attirer les clients. Et ça a bien fonctionné. Enfin, ça fonctionne bien. So far, so good, mais c'est un métier à refaire à chaque service. Donc là, dans quelques heures, on a le service du déjeuner. Tout est à rejouer. En plus, vous êtes ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, et on continue sur certaines adresses. Est-ce que, on parlait de vos origines, je reviens dessus encore une fois, est-ce que ça influence votre cuisine? Parce que votre grand-mère avait un restaurant asiatique, là on est dans le véganisme, il n'y a pas véritablement de toute façon, le véganisme, c'est pas un étendard ou une cuisine en particulier. Nous, on fait de la cuisine française, je dis souvent, on fait de la cuisine française ouverte sur le monde, parce que je crois aujourd'hui, de toute façon, et aussi la France est un pays de cultures multiples. Aujourd'hui, on n'a plus une cuisine qui est enfermée.
Donc oui, on a des influences aussi étrangères, il y a souvent des clins d'œil asiatiques, ou c'est même comment je conçois les plats. Il y a beaucoup d'associations qui vont être sur du sucré, salé, amer, acide, qui sont vraiment à la fin, dans beaucoup de bases de sauce asiatique, par exemple, vous avez toujours un ajout de sucre qui va aller contrebalancer une forte acidité, une amertume. Donc je raisonne beaucoup sur la typologie de cuisine, peut-être plus que sur un plat en particulier, mais de la même manière que la cuisine française qu'on propose, je vais pas aller faire de la blanquette avec, je sais pas, de la crème de soja et des morceaux de tofu à l'intérieur, c'est beaucoup plus sur la construction et la base de la cuisine. Cuisine française, c'est quoi? C'est une cuisine de sauce, c'est une cuisine de jus, c'est une cuisine qui est travaillée. C'est dans les brigades des cuisines françaises qu'est né le poste de maître saucier. C'est là pour moi où il y a un véritable savoir-faire, et c'est ça que j'essaye de faire en fait dans ma cuisine, c'est de proposer ce regard-là, cette technicité-là. Et donc, ça va être là aussi la même chose sur la cuisine asiatique, beaucoup plus que d'aller faire un réplica d'un plat ou un simili d'un plat, ce qui est beaucoup moins intéressant pour moi. Vous nous avez dit que vous étiez en Suisse. Est-ce que vous êtes allé sur vos terres d'origine au Vietnam? Alors, je suis une piètre compatriote. Bon, déjà, de toute façon, je suis 100% nationalité française. Mais j'ai passé en tout et pour tout 2 semaines dans ma vie au Vietnam, ou un peu moins, 10 jours. Donc souvent, les gens qui ont fait un voyage au Vietnam ont passé plus de temps au Vietnam que moi. Ouais. Et je parle pas la langue, malheureusement, parce que justement, on a été élevés avec un désir d'intégration extrêmement fort. Et je suis un prénom français. On n'a jamais parlé vietnamien dans ma famille. Ma grand-mère parlait un français extrêmement rudimentaire, mais malgré tout, elle m'a pas appris le vietnamien. Il y avait vraiment ce désir d'être extrêmement intégré. C'est un petit peu cliché, mais beaucoup de ces communautés asiatiques qui sont arrivées dans ces générations-là, et tous les bot people aussi vietnamiens, il y a eu cette volonté, et vraiment de se fondre dans le décor. Et donc moi, je me suis même pas vue asiatique jusqu'à ce qu'on me le renvoie, mais assez tardivement. Moi, je me suis jamais vue femme, il n'y a pas cette question-là, femme, homme, où je me suis jamais vue asiatique. Je le comprends de plus en plus aujourd'hui parce que on me dit c'est bien d'en parler parce que tu peux justement être un modèle et inspirer justement des jeunes femmes ou des personnes issues de l'immigration à voir que c'est possible. Et que les exemples et les représentations aujourd'hui, je pense, sont aussi importantes. Oui, puis vous êtes mais moi, je l'avais pas du tout intégré comme ça. Pour revenir au Vietnam, je connais 10 jours, 2 semaines de Vietnam d'un parcours du nord au sud assez classique que les touristes auraient fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce voyage en particulier, qu'est-ce qui a été le déclencheur et pourquoi finalement ne pas être resté plus longtemps ou de l'avoir construit de cette façon-là? Déjà, à l'époque, ma vie a été aussi beaucoup guidée par l'amour et les amoureux. Okay. Donc j'avais un amoureux qui avait très envie d'aller au Vietnam. Toujours le beau, exactement. S'ils sont beaux, c'est encore mieux aussi. Il avait très envie d'aller au Vietnam, ça s'est fait. Après, comme je travaille tout le temps, moi, les vacances de 3 semaines, 4 semaines, ça n'existe pas. Donc, et déjà jeune, donc on était partis 10 jours comme ça. Le voyage s'est construit de manière un peu instinctive, mais j'étais prise quand même à la gorge et au ventre dans l'émotion une fois que je me retrouvée là-bas. Oui, parce que vous n'en avez pas forcément rendu compte avant. Non, pas du tout. Une fois les pieds sur la terre natale, je dirais, ça vous a pris... C'est ça, complètement. J'ai pu voir la maison d'enfance de mon grand-père au lac de Hanoï. Et puis aussi comment les gens regardaient, parce qu'ils voyaient bien que j'étais d'ici, mais pas vraiment de là. Vous voyez, je parlais pas la langue. J'ai vraiment été très émue et par les sons et par les couleurs et par le bruit, par ce chaos, mais auquel je me sentais vraiment appartenir aussi, qu'on peut voir à Hanoï. Oui, pour avoir voyagé à Hanoï, c'est exactement ça. Sans avoir un peu de sang vietnamien en moi, je me souviens très bien d'avoir effectué un voyage très émouvant, et vous parliez de chaos, mais en même temps avec beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. C'est très très fort le Vietnam. Très très fort. Est-ce que c'est assez récent? Non, c'était il y a plus de 10 ans. Ok. Et vous en avez ramené quelque chose qui vous inspire aujourd'hui dans votre quotidien ou même dans votre façon de travailler? Moi, je pense que c'est beaucoup moins tangible qu'une chose où dire j'ai mangé telle herbe et je vais la mettre dans mes plats. Mais c'est très ancré en moi, et cette notion de voyage, de se retrouver, d'aller vers soi, d'encourager les autres aussi à le faire, c'est quelque chose qui est très présent dans mes démarches qui sont finalement aussi très, très réfléchies, et sur les notions d'identité et où est-ce qu'on trouve son plaisir et en fait à toujours chercher encore une fois de la poésie et de la beauté dans le quotidien, et j'ai trouvé de la poésie et de la beauté là-bas, et ça ne fait que renforcer mon envie de le vivre au quotidien. Sinon
pour moi, un peu à quoi bon vivre. Je trouve que la poésie, c'est ce qui nous sauve, la beauté, c'est ce qui nous sauve. Et on a besoin d'en avoir. Ça peut être par le voyage, mais ça peut être par ses souvenirs aussi, ces reliquats d'un voyage. Vous travaillez beaucoup. Beaucoup. Vous avez peu de temps libre. Est-ce que vous arrivez à voyager aujourd'hui comme vous l'aimeriez et comment vous le faites? Alors, très justement, quand vous m'avez invité sur ce podcast, je me suis dit, est-ce que je dis que je ne voyage pas ou très peu? Parce que le voyage aujourd'hui va à peu près à l'encontre de deux choses qui guident extrêmement ma vie, qui sont, on en parlait, le travail, j'ai extrêmement peu de temps. J'ai des établissements ouverts 7 jours sur 7. Je suis dans une phase de développement, enfin de création et de développement. Ça fait 4 ans que j'ai ouvert mon premier restaurant. Donc je travaille tout le temps. Et l'autre chose aussi, c'est évidemment des raisons d'ordre écologique. Et qui sont que, je sais pas, là sur les 7 dernières années, j'ai dû prendre une fois un long courrier parce que j'avais un mariage en Inde et 2 copains et que je voulais vraiment y aller et ça a été express. Et sinon, j'ai complètement changé mon mode de vie qui était avant, oui, je pars en week-end un petit peu quand j'ai envie, je ne réfléchis pas à prendre l'avion. Aujourd'hui, c'est rarissime. Enfin, je vais prendre le train si je dois me déplacer. Donc, oui, c'est vrai que ça a vraiment changé mon rapport au voyage. Et moi, ça venait pas... toute la démarche qu'on a eue sur le végétalisme, ça venait pas d'une conscience écologique, mais elle est venue après. Moi, c'était d'abord vraiment les animaux, et un appel et une douleur ressentie, une communauté en tout cas de douleur et de plaisir que j'ai ressenti avec tous les êtres vivants. Je ne l'avais pas pour l'écologie, mais petit à petit, forcément, on commence à se questionner, puisque ce sont des choses, des questions qui sont liées, et sur l'avenir du vivant, et de la vivabilité, la durabilité de la planète sur laquelle on vit et qu'on veut laisser à nos enfants. C'est quoi le déclencheur sur la vie animale, cette conscience? Ah, mais moi, ça m'est venu, je sais pas, vraiment presque du jour au lendemain, dans le ventre. À ce moment-là, vous êtes déjà dans la restauration? Vous êtes déjà de retour dans la restauration? Non, c'était avant. Et j'ai eu Enfin, j'y étais à droite, à gauche, que moi, mes extras, je les ai toujours fait dans la restauration. Puis à l'époque, je gribouillais des papiers au fooding ou sur différents médias pour la fourchette. Enfin, comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de choses différentes en même temps. Et j'ai eu un malaise grandissant à consommer des animaux, tout simplement. Et jusqu'au jour où j'ai dit, non, mais en fait, je me sens pas bien. Il y avait un truc spirituel derrière de dire, j'arrive pas à manger quelque chose de mort. Et quand je vous disais, c'est assez réfléchi, les choses sont passées beaucoup par... Non, pas dans la chair, mais il y a une forme... Là, je surintellectualise le truc, parce que vraiment, c'est ça. C'était dans ma chair où j'ai senti que c'était de moins en moins possible. Et pour autant, j'adorais manger. Et j'ai trouvé ça très triste qu'on ne puisse pas bien manger sur cette cuisine-là. Oui, donc c'est comme ça que vous êtes arrivé à concevoir ces concepts de restaurant. Exactement. Et donc, le concept de durabilité que vous essayez... Enfin, que vous insufflez dans vos restaurants et dans vos créations, ça s'est donc développé sur le voyage. Aujourd'hui, ça se caractérise comment? Vous parliez du fait que vous partez plus en week-end spontanément, vous prenez pas un vol, même pour un vol européen. Vous avez privilégié le train. Bon, après, il faut du temps, hein, bien sûr. C'est ça, et quand on n'en a pas... C'est quoi votre dernier voyage? Donc, c'est l'Inde pour un mariage. Exactement. Mais il y a autre chose depuis? Mon dernier grand voyage, c'était en Inde. J'y suis allée il y a 4 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et mais avant, je vous dis, avant aussi, j'ai beaucoup voyagé. Hein, donc, j'avais pris j'avais un peu gaspillé tout mon capital carbone. Mais oui, c'est ça. Cette conscience-là est arrivée. Et si en tant qu'être humain, on a 2 manières vraiment d'impacter son empreinte carbone aujourd'hui, c'est l'alimentation et ses déplacements. Parce qu'il y a plein de choses dont on ne décide pas. Par exemple, quand on habite à Paris, on ne va pas revoir toute l'ergonomie d'un logement, on n'est pas dans la construction chacun. Vraiment, ça, ce sont les 2 grands leviers. Donc, manger plus végétal aujourd'hui, c'est un excellent moyen de diminuer son empreinte carbone parce que on ne va pas refaire tout le discours, mais l'élevage, et d'autant plus l'élevage intensif, et plus on va vers des viandes rouges, etc., c'est très consommateur en ressources. Et après, il y a toute la question des émissions de gaz à effet de serre. Et après, c'est les déplacements. Et en fait, aujourd'hui, ne pas prendre l'avion, c'est une donnée... Ouais, c'est un levier extraordinaire. Et donc après, par exemple, là, le dernier week-end que j'ai fait, c'était pour mon anniversaire en décembre. Je suis allée à Nice, j'ai pris le train. Enfin, c'est 5 heures, c'est pas... Et j'y suis restée 2 nuits. C'est pas grave. Et donc,
C'est plutôt ça. Et je me suis fait une journée à Nantes, c'est vrai. Non, j'ai pris une journée de pause là après l'ouverture. Je suis allée à Nantes, je me suis fait un aller-retour à Nantes de 24 heures. Mais toujours en train. En train. Ouais, c'est pas loin à Nantes. Non, ça va. Nantes, c'est 2 heures. Donc c'est vrai que c'est un véritable changement. Je pense que j'ai été très extrême. Aujourd'hui, je suis plus ouverte à me dire... Écoute, fais-toi aussi un peu plaisir, parce qu'il y a aussi peut-être un aspect sacrificiel et dans tout ce côté assez sacerdotal que je me suis mis sur ce que je fais, et que la notion de plaisir aussi reste importante. Mais en tout cas, je pense que là où j'aimerais aller, en tout cas, mon endroit idéal, c'est de me dire de conscientiser ma consommation. C'est ni d'être dans un truc où c'est zéro, c'est rien, machin, ni en même temps, c'est comme acheter un petit pain au chocolat au coin de la rue, d'aller prendre l'avion. Je pense qu'il y a un entre-deux qui est possible, et se demander, est-ce que ce voyage a vraiment du sens pour moi? Est-ce que vraiment il va me faire très plaisir? Ou est-ce que, je sais pas, moi, mon frère habite à l'île Maurice, par exemple. Je suis jamais allée le voir. D'accord. Voilà, ça peut avoir du sens d'aller voir mon frère. Ou mon meilleur ami habite à Boston. Je ne suis encore jamais allée le voir. Donc ça, ce sont des voyages qui pourraient aussi avoir du sens pour moi. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de conscientiser ce refus, finalement, que vous vous accordez de voyager. Est-ce que vous considérez que ça vous crée des frustrations? Alors jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru comprendre que non, parce que vous êtes dans une optique très claire. Mais je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. À partir du moment où on décide quelque chose et qu'on acte les choses, on est un peu extrême. Et puis après, les barrières sont un petit peu plus fluides et flexibles. Est-ce que, oui, cette question de frustration, elle est aussi importante. C'est-à-dire que face à ce surtourisme qu'on constate partout, et certaines destinations en sont même gâchées, et en sont même parfois même obligées de fermer leurs frontières pour que la nature puisse se régénérer et les communautés. Vous, est-ce que vous diriez que c'est une espèce de fluidité des concepts qui est en train de se créer chez vous? Est-ce que c'est aussi une part de frustration qui s'est créée au fil des années? Pas aller voir son frère, pas voir son meilleur ami? Pas énormément de frustration, parce que comme vous l'avez dit, de toute façon, la vie pour moi, c'est toujours des alternatives. Et à un moment donné, moi, je suis tellement concentrée sur notre mission de faire plaisir aux gens, que les restaurants fonctionnent bien, que les équipes aillent bien. Aujourd'hui, j'ai un mode de vie monacal sur le travail, et j'y trouve aussi ma joie. Quand je dis monacal, c'est pas du tout quelque chose de triste et lourd. Au contraire, on y voit aussi par-delà la lumière et encore une fois la grande beauté, quelque chose qui nous dépasse. Donc moi, j'ai pas du tout vécu encore comme une frustration. Peut-être ça sera le cas dans plusieurs années. Mais en tout cas, je sais aussi que l'entrepreneuriat, d'une manière plus globale, m'a fait revoir tout mon rapport à la consommation. Parce qu'aussi, il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis passée d'un job en sortie d'études où je vivais dans le centre-ville de Zurich, dans 150 mètres carrés, sans me poser la moindre question pour quoi que ce soit. Je suis rentrée à Paris, aller habiter dans 35 mètres carrés, prendre mon bâton de pèlerin et aller ouvrir des restaurants. Donc, il y a aussi une réalité de ce rapport où, en fait, on se rend compte qu'on peut être bien en consommant beaucoup moins. Et je pense que le voyage, comme toute autre consommation, peut aussi faire en fait que les gens aient une vie plus agréable d'une manière simple, parce que quand on n'aime pas son boulot, par exemple, on se dit c'est quoi mes prochaines vacances, ou le lundi on se demande bon, j'ai hâte d'être vendredi, le jeudi c'est pareil, le dimanche on a l'angoisse du lundi, et la vie se passe un petit peu comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pour autant dire que le voyage est quelque chose, encore une fois, à bannir. Et comme ça a été utilisé tellement dans un mode de vie de consommation comme un pansement pour presque oublier le quotidien, mais moi j'ai beaucoup plus envie de le voir justement d'une manière positive, au lieu de l'avoir comme en compensation d'un quotidien que j'aimerais pas, ce qui a été le cas plus auparavant. Et là, non, pas de frustration, mais une envie de voyager le jour, pour de vraies occasions qui auront du sens. Comme le mariage, par exemple, il y a 4 ans. Exactement, comme le mariage, j'en ai profité quand même pour faire un bon tour en Inde, parce que s'il y a un pays qui me parle, c'est quand même l'Inde. J'y suis allée, quand je vous disais que j'ai bien pris l'avion aussi avant, j'y suis allée, ça devait être la 4e ou 5e fois que j'allais en Inde. C'était un endroit aussi le pays, je peux pas dire c'était un endroit, c'était un pays continent, quasiment, dans la diversité de ses cultures, de ses paysages, de ses pratiques religieuses, de ses pratiques alimentaires, de tout. Ce chaos aussi, cette intensité, je le retrouve beaucoup en Inde, et ça me... j'aurais à cœur d'y retourner, mais en tout cas, c'était une très belle occasion d'y aller pour à la fois mutualiser le voyage et ce mariage il y a quelques années. Si vous aviez une destination, là, je vous dis, demain, on prend l'avion. On va au Vietnam.
évidemment. Ça fait plus de 10 ans. Donc, donc ça commence à revenir, oui. Je sais, j'aurais envie. Je sais aussi, j'ai envie d'ouvrir des restaurants asiatiques et j'ai envie de me réimprégner de ce Vietnam, qui est un Vietnam un petit peu curieux que je connais, parce que je le connais des histoires qu'on m'en raconte. Je le connais d'un imaginaire et surtout de toute moi une banque d'images et de fantasmes que je me suis créée, qui n'est certainement pas du tout ce qu'est le Vietnam. Mais j'aime cette idée aussi de pouvoir créer les propres pays qu'on a envie, les propres continents et ses propres îles dans la tête. Et donc, j'ai aussi envie de le confronter à ce que c'est là-bas. La cuisine chez vous, il y a beaucoup de collaborations aussi dans vos restaurants, avec des influences différentes à chaque fois. Est-ce qu'on peut en parler? Moi, je me souviens être venu dans un restaurant, il y avait, je crois, une chef qui faisait un plat de signature canard laqué avec les champignons. Mais je crois que ça revient assez régulièrement avec d'autres restaurants, justement pour insuffler de l'énergie supplémentaire et des influences supplémentaires. Exactement. Je trouve que cette histoire du dialogue sur la cuisine, et encore une fois aussi, j'en reviens sur le discours qu'on a de créer des ponts et ouvrir des portes, faire sauter des verrous, ça passe aussi par aller se parler les uns les autres autour de plats. Et on le fait avec, c'est vrai, des chefs, des cuisiniers. L'année dernière aussi, on a fait avec Julien Sebag, donc on était beaucoup plus sur de la cuisine levantine. Mais on le fait aussi on l'a fait avec un label de mode parisien qui s'appelle Patine, qui est un label de mode durable. On a fait une collection capsule de vêtements qui avait son plat en pendant. On va faire aussi une collaboration avec une chanteuse à la rentrée. L'idée, encore une fois, de faire parler différents univers vers plus de beauté, toujours. Et puis pour inspirer les gens en montrant qu'en fait, c'est possible, c'est pas si compliqué de manger plus de légumes, et autour de personnalités de cuisine inspirantes, on se rend compte qu'il n'y a pas d'extrémisme derrière. Et ça, c'est très important aussi pour moi dans la démarche. Et j'aime en plus enrichir, moi, encore une fois, tout mon imaginaire, toute la poésie qu'on peut mettre dans nos cuisines de celle des autres. Oui, parce que ça va forcément ramener des inspirations différentes, même au niveau des équipes et des brigades en cuisine, d'avoir une influence extérieure, ça dynamise et en plus, ça ramène une nouvelle inspiration. Dans l'expansion du restaurant, est-ce que vous avez envisagé une expansion un petit peu plus large que Paris, que ce soit en France ou à l'international? Est-ce que ça pourrait correspondre à justement tout ce que vous essayez de mettre en place, c'est-à-dire faire à la fois découvrir à des populations qui ne sont pas forcément familières avec ce concept, mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cette volonté justement de rester dans un cercle assez fermé? Voilà, vous pointez du doigt toutes mes contradictions et les injonctions contradictoires qu'il peut y avoir. Parce que moi, en effet, aujourd'hui, on sert plusieurs centaines de repas 100% végétaux, donc il y a un véritable impact. Moi, mon envie, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais tout simplement comme humain vivant qui a envie de rendre le monde justement encore un peu plus vivant, c'est d'en servir des milliers et des dizaines de milliers. Et ça passera forcément par ouvrir des lieux à l'étranger ou de créer des produits, enfin en tout cas ne pas rester sur le marché français. Donc après Paris, oui, on a envie d'aller à l'étranger, la question sera où ? Parce que je peux autant vous dire aujourd'hui, j'ai envie d'aller m'attaquer au marché américain, parce qu'il y a ce côté... allez, si on réussit là-bas, ce sera partout possible. Et puis, c'est aussi un pays continent. Donc, quand on ouvre un endroit, on a un énorme marché aussi derrière. Et puis, des habitudes de consommation. Enfin, habitudes de consommation. Tout simplement, les gens consomment beaucoup aux États-Unis. Je peux vous dire, j'ai très, très envie d'aller en Inde. Parce que, en plus, c'est le plus grand marché végétarien du monde. Puisque c'est ancré spirituellement, ancré culturellement depuis des siècles. Je pourrais... si on écoute mes mentors, qui seront peut-être demain mes investisseurs, parce qu'on est encore indépendants, mais on fera une levée de fonds l'année prochaine, ils me disent tous Dubaï. Donc oui, c'est des vraies questions, mais encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, l'art de la nuance, vous le disiez tout à l'heure, souvent on fonce tête baissée, c'est aussi les idéaux qu'on a à 18 ans ne sont pas forcément les mêmes qu'à 30 ans. C'est cette idée de me dire, si je conscientise que c'est bien réfléchi, que si je fais ça, c'est pour avoir un impact plus positif que pour la faire courte, ce qui reste valable, mais pour moi, ça ne m'attire pas énormément de me dire je pars une semaine pour aller m'éclater avec mes copines au Mexique. Ça a aussi un autre sens pour moi, encore une fois. Ces voyages ont un sens.
Et très envie d'aller développer aussi à l'étranger, d'autant plus qu'on a des restaurants qui, vous les connaissez, qui ont une identité très française. Ouais. J'en parlais sur la cuisine, mais aussi avec ce sens du style, de la beauté, ce je ne sais quoi qu'on pourrait trouver dans des bistrots parisiens. Je voudrais revenir sur vos voyages en Inde, puisque visiblement c'est une destination qui vous a beaucoup plu, qui vous a beaucoup attiré, que vous avez fait plusieurs fois. Et je pense que dans votre volonté d'expansion, il y aura probablement des choses qui vont se passer là-bas et des prochains voyages aussi. Est-ce que vous pensez que ça a influencé et en quelle partie votre mode de vie aujourd'hui? Parce que vous l'avez dit, c'est le premier marché mondial du végétarisme. Pas du véganisme, mais du végétarisme. Mais du véganisme aussi, hein, sans doute, parce que certains courants... donc je pense, vu l'importance de la population là-bas, que c'est même aussi le premier marché là-dessus. Je pense que très, très indirectement, en fait, vous sentez une énergie si particulière là-bas, mais je pense qu'on est forcément prêt quand... Et ça, c'est très, très différent de l'Occident, et en particulier de la France aussi, qui a été déchristianisée, où les gens ne croient plus en grand-chose. C'est qu'il y a tellement de gens qui ont une vie spirituelle intense et qui vont prier en même temps. Vous êtes entouré de ça aussi en Inde, que ça crée forcément une énergie différente. Et en fait aussi de voir que toutes ces pratiques qui sont justement alimentaires, on parle de marché comme si c'était juste économique, c'est moi-même qui ai employé le mot premier, mais c'est pas ça, c'est vraiment très ancré dans la vie quotidienne. Et donc il y a en fait pas du tout de séparation entre les croyances et comment on va se comporter au quotidien sur tout un tas de choses. Et je pense que ça, forcément, ça m'a inspirée. Alors que ici, on va beaucoup plus être sur des choses qui sont soit sur la recherche d'efficacité, ou aussi beaucoup de liberté. La notion ici de communauté est moins importante parce que c'est sûr, on a coupé la tête des rois, on a rasé les églises. Et aujourd'hui, les gens ne croient plus forcément à beaucoup de destins communs. Alors que quand vous allez dans des pays qui sont justement empreints de destins communs par les croyances, et c'est pas pour... dire c'est formidable là-bas ou être un bisounours, c'est assez factuel. C'est juste, il y a vraiment, ça crée une vibration énergétique qui est très, très, très particulière. Donc, bien sûr, je suis sûre que ça m'a influencé de voir ce mode de vie-là. Le premier voyage que j'ai fait en Inde, j'avais 18 ans, je suis partie avec une copine, on a fait moitié auberge de jeunesse, moitié sac à dos, moitié chez habitant en Inde pendant un mois et demi. Et évidemment, c'est un voyage qui m'a marqué. Ouais, vous n'êtes pas revenu indemne de ce voyage? Pas du tout. C'était la première fois que je partais de ma vie de cette manière-là. Et puis tous les gens qui sont... Vous connaissez l'Inde ou pas? Pas du tout. Alors, souvent, les gens, quand ils en reviennent, vous disent mais c'est une intensité, c'est une décharge. Mais c'est vrai, la nourriture est extrêmement épicée, les couleurs des vêtements, les couleurs d'un paysage sont extrêmement vives. Il y a beaucoup de bruit. On parlait du chaos de Hanoï, mais les villes sont tellement denses aussi en Inde, et même ailleurs que dans les villes, c'est tellement dense partout. Vous prenez ça en pleine face, et aussi des populations très jeunes comparé à nos pays. Ça change aussi, c'est l'énergie. Ouais, vous prenez une décharge immense. Et je pense que l'intensité que moi je ressentais intérieurement toute ma vie, je suis quelqu'un qui est très triste, je suis quelqu'un qui est très joyeux, je suis quelqu'un qui est très en recherche dans l'intensité. Aussi. Exactement, je parlais aussi des relations d'amour. Enfin, je suis vraiment à une grande quête d'intensité. Je trouvais une sorte de miroir en même temps que d'exutoire, catharsis et de reflet de tout ça et d'une intensité de l'âme que j'ai retrouvée dans l'intensité d'un pays. Ouais, j'imagine qu'en plus, vous disiez que le premier voyage que vous avez fait là-bas, c'était à vos 18 ans, donc ça devait être aussi votre premier voyage sans la famille. Ouais, c'était à peu près ça. Dans des petits week-ends et tout, mais ouais, c'était donc ça impacte aussi de façon conséquente. Si je vous parle de voyage en pleine conscience, ça vous inspire quoi? Je pense que par rapport à votre parcours, vous comprenez ce que... Non, je comprends pas trop. Ça veut dire voyager pour une raison... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de travailler pour prendre des vacances, pour voyager, mais on constate que quand on rentre de vacances, t'as fait quoi? Je suis allé à Paris, j'ai vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, le Louvre. T'en as retenu quoi? Ok, ça c'est beau, ça c'est moche, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Si vous deviez... comment vous voyagez dans votre quotidien finalement, même si vous ne voyagez pas énormément? C'est quoi quand vous choisissez une destination? Vous parliez de Nantes tout à l'heure. Nice, c'est un peu plus... Ça a un
peu plus de sens, c'est une destination que tout le monde connaît. Nantes peut-être un petit peu moins. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ça déclenche ça? Et comment vous le vivez sur le moment? Moi, ce que je recherche beaucoup, c'est sûr, dans les voyages, ça va être de me promener. Je marche énormément, donc me balader. Et puis, évidemment, la nourriture. Hein. Ouais. Évidemment, la nourriture est très importante dans les voyages. Et comme je considère que toute nourriture est toujours un prétexte à une discussion ou que discussion est prétexte à manger, en général, c'est aussi le cadre de rencontre. Et on découvre beaucoup une ville de cette manière-là. Et je pense aussi, vous qui faites découvrir Paris et cette ville à des personnes venues de tout un tas de pays, je suis sûre que c'est un point d'ancrage très fort, la gastronomie, parce qu'elle est complètement liée. Enfin, c'est l'art de vivre. L'art de vivre, c'est la gastronomie et tout est lié autour c'est culturel. aussi. C'est culturel. Mais ça veut dire que vous, votre expertise, c'est la restauration. Et donc, finalement, ça se reporte sur votre façon de voyager. Ah, mais bien sûr. Même si c'est culturel et qu'on est français et que forcément, on recherche ça. Mais moi, je ne crois pas qu'on soit deux personnes différentes, celle au travail, celle dans le privé, et que si jamais... Enfin, je pense que c'est beaucoup plus poreux. Et qu'en fait, c'est pas parce qu'on va faire quelque chose qui est aussi lié au travail dans sa vie privée que... Oups, oulala, charge mentale, ça ne va pas du tout. Non, parce que déjà aussi, mon travail, il est né d'une véritable... Je vous parlais d'appel du ventre, de passion, c'est hyper ancré. Enfin, moi, je me verrais pas faire autre chose que ça. Donc, c'est normal aussi que ce soit ça dans ma vie, de la même manière que parler aux gens, voir du monde, puisque c'est un métier où on ouvre les portes de sa maison, littéralement, quand on a des établissements. Ça aussi, ça se fait tout à fait naturellement. Donc oui, bien sûr, tout est lié. Et mes engagements personnels sont les mêmes que les engagements que j'ai dans le travail. Ce qui est intéressant avec votre parcours, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très riche, c'est qu'on voit très bien que tout au long de votre vie, vous avez une façon de voyager qui évolue. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience de ça. Là, c'est très, très marqué parce qu'à un moment, il y a un changement radical de vision. Donc, on arrête de prendre l'avion, on ne voyage pas n'importe comment, pour n'importe quoi, avec n'importe qui. Est-ce que vous savez peut-être comment vous voyagerez demain? Ah, là, on demande la prospective. Demain, je pense que ça sera justement plus cet entre-deux assez conscient où en fait, je ne m'interdis pas le voyage, mais pour autant, ça restera quelque chose de rare, d'occasionnel, une vraie joie, un vrai plaisir. Mais je trouve que c'est un peu la même chose. Et là, je ne devrais pas dire ça pour mon business, mais c'est comme le restaurant. Quand on banalise trop les choses aussi, je pense qu'on n'en tire plus beaucoup de plaisir. Il y a quand même cette joie de la rareté. Et ça ne veut pas dire vivre dans une SS, c'est pas possible. Hein. Mais ça veut dire, encore une fois, vous parliez de pleine conscience. C'est-à-dire d'être dans sa respiration, être dans son corps quand on fait les choses et de le ressentir. Et on ne peut pas quand on fait ça tous les week-ends. Et vraiment, moi, j'ai ce mode de vie-là. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pris mon crédit carbone. Mes histoires d'amour m'ont conduit à droite, à gauche. J'avais mon copain aux États-Unis, j'étais à Paris. J'ai fait du mannequinat, donc autant vous dire, j'ai voyagé n'importe comment. Après, je suis passée dans une autre étape de ma vie. Je vous parlais d'intensité, donc c'est normal aussi que mes étapes de ma vie soient assez marquées. Et je pense que, voilà, où il n'y avait pas grand-chose. Et je pense que demain, c'est vraiment des voyages choisis pour la mission de vie que j'ai avec les animaux et avec cette nouvelle cuisine. Et choisis pour ce qui peut élever l'âme, tout simplement. Et par votre choix de vie, véganisme, je le disais au début de l'interview, c'est pas forcément toujours évident de trouver des lieux pour pouvoir bien manger vegan. J'en sais quelque chose, parce que je suis pas vegan, mais j'ai une tendance végétarienne. Et ça même, c'est parfois difficile. Les destinations que vous choisiriez, elles sont forcément liées à ça. Est-ce que vous pensez au moment où vous réservez un... J'y pense forcément, mais plus sur le côté « Ah, c'est dommage, je vais louper tout un pan de la culture parce que, je sais pas, je voyagerai au Japon, ce qui est un pays que j'aimerais aussi découvrir. » Je me dis « Mais quel dommage, parce qu'en fait, je me prive de tout un tas de choses qui pourraient avoir du sens. » Mais comme aujourd'hui, c'est tellement en moi, en fait, je me suis même construit mes dégoûts, donc j'aurais du mal. C'est pas que moi, je me force à me dire « Non, tu ne mangeras pas ça et tout, parce que... » J'y pense, mais vous voyez, par exemple, quand moi je vais au restaurant à Paris, je vais quasiment jamais, ou jamais dans des restaurants véganes. Je vais dans des restaurants conventionnels, je préviens à l'avance et je dis, moi je mange comme ça, est-ce que c'est OK pour vous? Si c'est pas OK pour vous, il n'y a pas de problème, on fait autrement. Et dans 99% des endroits, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai fait les meilleurs repas de ma vie, pas du tout dans des restaurants véganes.
Enfin, je me rappelle un super repas vegan chez Pierre Gagnère ou même chez Arnaud Lallemand, j'en ai fait. Et donc, pareil à l'étranger aussi, si on prévient à l'avance poliment, en général, on peut manger. Et parfois, il y a des très, très, très bonnes surprises. Mais je trouve que souvent, justement, les restaurants véganes ne sont pas les meilleurs. Oui, c'est un peu la problématique. Mais c'est vrai que vous parliez du Japon. Moi, je pense aussi à l'Argentine, qui est un pays que j'aimerais beaucoup faire. Donc, quand je suis partie à Istanbul, c'est pareil. C'est des destinations où la viande est tellement présente qu'on se dit qu'effectivement, on va rater un pan de la culture de la destination. Et alors, on fait des petites entorses. Oui. Bah voilà. Ouais, ça arrive parce qu'il ne faut pas être ayatollah avec soi-même et il faut être très flexible. Si vous en avez envie, c'est super important. Et de la même manière aussi que nous, nos démarches avec les restaurants, c'est pas du tout de dire aux gens, mais arrêtez de manger ça, il y a la voie du bien, il y a la voie du mal, il nous semble bien. C'est beaucoup plus, encore une fois, de proposer quelque chose d'intéressant, une offre crédible sur les légumes, mais pas pour dire aux gens, mangez de telle ou telle manière. Et donc, je pense aussi, avec soi, il faut vraiment aller aussi vers où on le ressent. Et je crois beaucoup plus à un moins de viande pour un mieux de viande, si on devait caricaturer, que à dire aux gens, mais arrêtez ça. Parce qu'en plus, ça peut mettre à un repoussoir. En se disant, c'est un mode de vie tellement extrême que je préfère faire aucun effort. C'est ça, exactement. Alors qu'on a tous intérêt à améliorer de 5, 10, 15%, 20%, peu importe. D'aller sur la bonne pente. C'est un très joli message. Merci beaucoup, Alice. Merci, Avant Pierre. de clôturer cette interview, j'ai une question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce qu'il y a une personne à qui vous aimeriez passer le micro pour une prochaine interview? Ça peut être quelqu'un de votre entourage, que je serais ravi de rencontrer. Mais ça peut aussi être une personne publique qui vous inspire et qui pourrait ramener un petit peu sa pierre à l'édifice. Est-ce que je peux vous dire 2 personnes? Je pense à 2 femmes là, quand vous me posez la question. Alors, je pense à Mathilde Favier, que j'ai rencontrée grâce au restaurant et qui s'occupe, je sais pas exactement, je vais écorcher son métier, mais elle s'occupe de tous les VIP chez Dior. D'accord. Et Mathilde est quelqu'un de super et elle a fait ses voyages personnels et par la maladie, par le cancer. Et elle voyage aussi physiquement à peu près partout, tout le temps, sur tous les événements. Et elle habille les plus grandes stars de la planète, comme Nathalie Portman. Et extraordinaire, cette femme. Très, très beau chemin de vie. Et je pense à Anne-Sophie Pic, que je ne connais pas non plus. J'ai eu la chance qu'elle vienne dîner dans l'un de nos établissements. Mais je n'étais pas là ce soir-là. Malheureusement, j'étais ailleurs. Mais je trouve que c'est une chef extraordinaire parce qu'elle apporte à la gastronomie française, à son rayonnement et à l'étranger. Et ce parcours aussi, encore une fois, de femme dans un milieu d'hommes que je trouve extrêmement inspirant et aussi une cuisine empreinte de beaucoup d'inspiration venue d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup, Alice. Merci, Pierre. J'espère que ce nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage, vous a plu et que la vision et les mots d'Alice sauront vous inspirer comme ils m'inspirent au quotidien. Je vous retrouve très vite pour un autre épisode dans un autre endroit avec un nouvel invité, mais toujours la même question, comment le voyage nous transforme.